Le deuxième mouvement, les témoignages hypocrites, nous l'avons déjà situé, du vers 25 au vers 48. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, saute espèce. Est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. Donc un deuxième mouvement très riche, qui commence par la confession du lion. Donc le lion nous donne une confession, il invite les personnages de sa cour à se confesser, pour chercher qui est le plus coupable, afin de le sacrifier. Donc du vers 25 au vers 29, nous avons la confession du lion. Le lion construit sa confession autour d'une question rhétorique. Que m'avait-il fait? Question rhétorique. Il apporte une réponse alors qu'on n'en attendait même pas, puisque c'est une question rhétorique. Il emploie des tournures familières, voire enfantines. Pour moi, ce n'est pas un vocabulaire particulièrement digne d'un roi. Pour moi, au vers 25, même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Même il m'est, c'est tout de même une formulation qui est encore très, très familière, dans le sens véritablement enfantine. Donc, question rhétorique, que m'avait-il fait? Tournures enfantines. Un vocabulaire religieux, repris. Il était déjà apparu un peu plus tôt, mais là, nous avons le terme d'offense au vers 27. Et nous avons enfin un euphémisme, alors qu'il n'y paraît pas. Force mouton, ça veut dire quelques moutons, pas mal de moutons, beaucoup de moutons, mais ça en cache le nombre. Donc ici, c'est une confession qui n'est pas le modèle du genre. C'est une confession atténuée, qui n'est pas malhonnête. Il concède, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger, mais une confession un peu simple, qui n'est pas assez travaillée. Et elle culmine, elle se termine par le berger. Et ça, c'est un vers clé de la fable qu'il faut comprendre. Le berger, c'est un trisyllabe. Le berger. Trisyllabe, c'est un maître extrêmement rare. Et tout de suite, on entend trisyllabe, 3, et la symbolique, évidemment, c'est celle de la Trinité. Alors, premièrement, le nombre, donc le trisyllabe évoque la Sainte Trinité, et puis le berger évoque très bien le Christ. Donc, dans ce vers, l'on voit se glisser de manière de plus en plus claire le thème, la lecture cachée derrière la fable, qui est une lecture chrétienne. Mais nous allons assister à la condamnation d'un innocent, qui en plus est un modèle pour les autres. L'apparition du berger sur un trisyllabe nous plonge déjà dans une lecture chrétienne qui va permettre toutes sortes de réflexions sur le sacrifice pour les hommes, pour le salut du monde. Au vers 30, nous remarquons une dérivation, dévouement. Au vers 22, on fait de pareil dévouement, nous avons déjà dit que c'était un des termes les plus repris, et la dévouement donne je dévouerai, je me dévouerai, donc c'est une dérivation, on prend la même racine et on l'emploie sous différentes catégories de mots. Également un contre-enjambement, c'était un enjambement, mais cette fois le reliquat est plutôt sur le vers précédent, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Donc ici, ce n'est pas le vers 30 qui se termine au 31, mais bien le vers 31 qui commence au vers 30. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Évidemment, couper, je pense, peut marquer l'hésitation dans une lecture, mais il faut pas, la coupure est forcément beaucoup plus légère que la coupure habituelle en fin de vers. La dérivation insiste sur le vocabulaire du sacrifice et le contre-enjambement donne un sentiment d'hésitation, c'est-à-dire que aussitôt l'aveu fait, le lion se rétracte et retourne à sa première intuition,
Il change peut-être d'idée, il est confus, et puis il invite tout le monde à se confesser, peut-être afin de se sauver lui-même. Au vers 32 et 33, on observe une rime tout à fait surprenante. Le mot justice rime avec péris. Donc périr, justice. En général, la justice essaye de sauver les hommes. Elle peut avoir recours à la peine de mort, mais c'est toujours pour sauver des hommes. La justice n'a pas pour but de faire périr. Donc rime surprenante, l'incohérence et la confusion se répandent dans le discours du lion. Le vers 33, que le plus coupable périsse, est une reprise dans son ensemble. Le plus coupable de nous se sacrifie, que le plus coupable de nous se sacrifie, des vers 18 et 19. Donc s'ensuit la prise de parole du renard. Donc le renard au vers 34 commence en apostrophant, en interpellant son seigneur, en l'appelant sire. Alors chez La Fontaine, ce n'est d'ailleurs pas spécifiquement le sens commun du mot, mais chez La Fontaine, sire est le titre par lequel l'on s'adresse au roi. C'est un titre donc qui évoque tout de suite celui de la cour. Nous voyons bien que les animaux ne sont qu'un prétexte pour parler d'une cour dont le lion est le roi, et dont le renard semble être l'image du courtisan. Donc le renard, troisième personnage, après la peste, après le lion. Nous avons vu la peste, finalement, c'est le mal qui va donner le prétexte à l'histoire. Le lion, c'est le chef, le roi, la puissance politique, et le renard va être le courtisan, le flatteur. D'ailleurs, il faut toujours se souvenir que renard est d'abord un prénom ou un nom avant d'être le nom d'une espèce. Il s'agit du nom d'un personnage, d'un roman médiéval, le roman de Renard, et ce roman, dont le personnage éponyme est un goupil, ce que nous appelons un renard, c'est-à-dire normalement un goupil, a fini par donner son nom à toute l'espèce. Et donc, le renard est d'abord un personnage particulièrement rusé qui est connu pour sa fourberie. Et c'est pourquoi, chez La Fontaine, on le trouve toujours comme représentant du courtisan. Au vers 34 et 35, une série d'hyperboles. Vous êtes trop bon roi. Est-ce que plus font voir trop de délicatesse? Peut-on être trop bon roi? Certainement pas. Mais l'hyperbole est typiquement la figure de style de la flatterie, la figure de style donc du courtisan flatteur. Donc très rapidement, le renard apparaît comme ce courtisan flatteur que nous attendions. Dès ce moment-là, et peut-être quelques vers auparavant, on sent déjà où va terminer la fable. Je le demandais, peut-on être trop bon roi? Certainement pas. Et donc, être un très bon roi devient un vice pour le renard. Il ne faut pas être si bon. Et être trop bon, c'est mal. Être bien, c'est n'être pas si bon. Vous voyez, c'est un paradoxe. Voilà. Donc il y a tout de même, il faut aussi le relever, dans cette prise de parole du renard, une forme d'ironie. Le vice devient vertu et la vertu devient vice. Et cette inversion entre le vice et la vertu annonce très clairement ce qu'il s'ensuivra. Les vers 34 au vers 37, nous avons des répétitions. Vous, vos devoirs, et puis vous. Donc il insiste sur le vous, sur le roi, le lion. Donc tout un discours de la flatterie et de l'exagération. On parle du lion, du sire, et vos, et en même temps on lui fait toutes sortes d'hyperboles pour montrer qu'il est trop bon, qu'il est excellent, un peu trop. Vers 38, plusieurs commentaires. Premièrement, le terme de croquer, c'est une tournure familière. Croquer, c'est aussi un euphémisme, puisqu'en les croquant beaucoup d'honneur, il ne s'agit pas de croquer. Il s'agit de déchirer, de mordre et de dévorer. Donc le renard atténue le crime du lion. Évidemment, comme la flatterie, il va passer par l'atténuation des crimes de la personne que l'on souhaite flatter, des vices. Donc tuer, dire que quand le lion avoue avoir dévoré force moutons, c'est difficile de l'excuser. Mais si on dit qu'il les a croqués, peut-être ont-ils survécu. Donc c'est un euphémisme. On ne dit pas qu'il les a dévorés. Encore une fois, le renard poursuit son discours avec son discours construit sur l'inversion des valeurs par cette antithèse croquer-honneur. On a une antithèse qui est, on pourrait dire, une antithèse complète. L'honneur et le fait de croquer vont rarement ensemble, non seulement
parce que c'est déjà rarement honorable de croquer quelqu'un, mais surtout puisqu'il s'agit de registres différents, de niveaux de langue tout à fait différents. Une antithèse qui signifie encore l'inversion des valeurs. Au vers 40, une hyperbole de plus, qu'il était digne de tout mot. Donc cette fois, au début, l'hyperbole flattait le roi, tout en lui disant d'éviter l'excès de bonté, mais cette fois, on parle de l'excès de méchanceté du berger. Donc cette hyperbole, elle rappelle très bien un stratagème d'avocat. On exagère les crimes d'une autre personne et on atténue ceux de son client. Et c'est ici d'autant plus ironique si l'on remarque que l'on reproche à la victime quelques crimes pour excuser son assassin. Donc on fait une habile inversion entre la victime et son assassin. Vers 41 et 42, périphrase, étant de ces gens là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Cette périphrase, elle sert à désigner peut-être les bergers, dans ce cas on donne et le nom et sa définition, mais c'est peut-être aussi tout simplement l'ensemble des humains, et là ça peut être interprété comme un petit clin d'œil amusé du fabuliste. Outre ce clin d'œil, l'on peut aussi relever que cette périphrase insiste sur les qualités du berger. Donc les bergers sont une race qui se font un chimérique empire sur les animaux. C'est-à-dire des gens qui se croient plus importants qu'ils ne le sont. C'est l'orgueil qui est ici condamné. À la fin donc de ce discours direct, le fabuliste donc conclut: ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. Alors flatteur d'applaudir, c'est typiquement une tournure que l'on trouve presque que chez La Fontaine. Il s'agit d'une proposition infinitive. Cette proposition, elle a bien un verbe et elle a bien un sujet. Les flatteurs applaudissent. Mais ce n'est pas tourné comme je viens de le faire, ce serait une proposition assez classique, sujet-verbe. Bon. Ici, le verbe est à l'infinitive. En général, en français, ça s'emploie très rarement. C'est un usage qui vient du latin. Donc c'est souvent un moyen pour La Fontaine de montrer au lecteur son érudition. Et c'est une tournure qui a l'avantage de donner un côté plus figé, plus mécanique au processus, à la proposition qui est décrite. Et ici, cela montre finalement l'animal ou l'homme est une machine, et donc le flatteur est fait pour applaudir. Il applaudit à chaque fois. Ça a un côté beaucoup moins personnel et qui permet de tirer une espèce de leçon générale. La narration se poursuit. On n'osa trop approfondir. Donc l'on voit apparaître ce pronom personnel très particulier. C'est un pronom indéfini, puisqu'il ne renvoie à rien de précis, qui renvoie à quelque chose d'indéfini, de son terme. Alors, on ou l'on est un pronom qui est dérivé de l'homme à l'origine. C'est la contraction de l'homme, d'où ce côté propre à la maxime. En général, on devait employer on exclusivement dans des tournures gnomique, avec un présent de vérité générale. On pense au vers de Corneille dans le Cid, on vient, quelqu'un vient, mais on ne sait pas qui. Un homme vient, d'où l'homme. Chez La Fontaine, l'usage du on est encore très correct, contrairement à chez nous, où on a tendance à remplacer le nous, qui est la première personne du pluriel, ce qui n'est pas le cas du on. Le on renvoie justement, le pronom indéfini interroge toujours le lecteur. De qui parle-t-on ? De qui parle le fabuliste ? Eh bien, généralement, il s'agira de la masse, du nombre. Donc, on n'osa trop approfondir. Qui ça ? Eh bien, tout le monde. Personne n'ose approfondir. D'où le pronom indéfini. On n'osa trop approfondir. Enjambement encore. On n'osa trop approfondir du tigre. Trop approfondir, ce n'est pas suffisant. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. On a une énumération très marquée, tigre, ours et autres puissances. Et à cette énumération, on peut ajouter déjà les deux autres animaux qui ont précédé, le lion et le renard. Tous ces animaux ont un trait commun, il s'agit de prédateurs ou de carnivores, d'animaux carnivores. Et le fait d'avoir une liste d'animaux qui sont tous des carnivores est évidemment hautement symbolique. Le carnivore est celui qui vit en tuant d'autres animaux. Donc les prédateurs, ce sont les images des hommes vicieux, des criminels. Et si l'on comprend cela, on voit bien pourquoi personne n'ose approfondir.
eh bien, ils sont tous complaisants les uns envers les autres, puisqu'ils sont tous coupables du même crime. Et ici se cache une réflexion de La Fontaine sur la nature du pouvoir politique. Les puissants sont complaisants entre eux, puisqu'ils sont touchés par la même corruption. Ensuite, juste après l'énumération, le sujet, on n'osa trop approfondir sur quoi? Sur les moins pardonnables offenses. C'est un euphémisme magnifique. Les moins pardonnables offenses, en bon français, cela veut dire les crimes les plus graves. C'est une très belle façon d'atténuer la gravité du sujet. Et on ne sait plus bien si c'est ce narrateur qui nous fait une histoire ou si c'est le personnage même qui parle. Les moins pardonnables offenses, c'est plutôt les personnages. Donc c'est du discours en direct libre. Le discours en direct libre, quand le narrateur fait semblant de s'approprier le discours de personnages ou d'autres personnes. Ensuite, du vers 47, le vers 47 et le vers 48 forment la conclusion donc de ce deuxième mouvement. Alors ces deux vers sont extrêmement riches, il y a beaucoup de choses à commenter. La Fontaine paraphrase le vers 46, donc « Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun étaient de petits saints ». C'est une façon de reformuler ce qui vient d'être dit, c'est une paraphrase. On ose approfondir sur les moins pardonnables offenses, ça a exactement le même sens que « Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin étaient au dire de chacun étaient de petits saints ». Donc, l'auteur nous répète deux fois, mais de manière différente, la même idée. Sauf que nous l'avions vu, nous venons de le voir, on nous a trop approfondir les moins pardonnables offenses, il s'agit du discours indirect libre. Ici, La Fontaine imite le langage de ses personnages, mais du vers 47 au vers 48, là, il donne le fond de sa pensée. Et d'où l'intérêt, finalement, de se répéter, de paraphraser. Le fait de paraphraser, c'est souvent une figure de style qui sert à l'instruction. Et bien ici, La Fontaine nous donne la version officielle et la traduction que doit en tirer le savant. Donc, quand on ose approfondir les moins pardonnables offenses, cela veut dire que tout le monde, tous les querelleurs, c'est-à-dire tous les méchants, sont des saints. Et on voit toute l'ironie du passage. Donc, il paraphrase le vers 46 sans discours indirect libre, sans l'euphémisme, qui était le propre justement du discours des gens de cour, et pour l'exprimer dans un langage plus honnête. Les gens querelleurs, c'est la définition du mot canaille qui apparaît au vers 36, canaille, manger mouton canaille. Donc dans le discours du renard ici, le poète reprend, le narrateur nous commente, les gens querelleurs, c'est-à-dire les fameuses canailles. Ici, il nous lance un clin d'œil finalement à son personnage. Sauf que si l'on voit la définition, donc les gens querelleurs, ces gens qui cherchent l'affrontement, c'est le propre des canailles qui sont la partie la plus basse du peuple. Eh bien, dans le discours du renard, la canaille, ce sont les moutons. Ce qui est quand même assez paradoxal puisque les moutons ne sont pas connus pour être véhéments. Et ici, il y a une espèce de justice, quand il parle de gens querelleurs, on voit bien qu'il parle plutôt, le narrateur parle plutôt des prédateurs. Donc il reprend et montre tout le côté paradoxal pour un prédateur de parler de canaille. Donc tous les gens querelleurs reprennent sur la définition du terme canaille, matin. Et le matin, oui, vient compléter la liste des animaux carnivores. Le matin, c'est un chien, mais c'est un chien particulièrement massif, un chien employé à la garde des troupeaux. Alors ici encore, l'auteur s'amuse des paradoxes. On vient de condamner le berger, et le matin, donc le gardien de troupeau fait partie de cette masse qui condamne le berger. Le terme de matin est évidemment un terme polysémique, peut aussi désigner un individu grossier. Donc le matin, c'est encore une fois une image, c'est la canaille le matin. Ici, La Fontaine conclut ce deuxième mouvement avec des vers clés pour la compréhension. Il reprend et résume avec ironie le propos des flatteurs qui règnent à la cour, avec ironie car il montre le sens réel des tournures compassées qu'on y entend. La périphrase Jean querelleur illustre bien le double discours, l'hypocrisie de la cour.